Lin Jai était comme un dieu dans sa vie précédente, alors maintenant il a l'impression de pouvoir se laisser aller et d'être paresseux, ce qui fait de lui un pauvre orphelin sans emploi avec une famille qui le méprise pour être une telle déception. Son père est sorti un soir pour acheter des nouilles, mais au lieu de revenir, il a emmené sa mère avec lui, parce que Jai est tout simplement insupportable. Il vit actuellement avec sa sœur cadette appelée Wan, qui finit par le mettre à la porte, lui disant d'aller trouver un emploi. En sortant, nous assistons à un événement historique révélant l'état et l'histoire de ce monde. C'était l'année 2093 lorsqu'un gigantesque monstre maléfique d'origine inconnue est apparu sur Terre et a commencé à attaquer sauvagement les gens. En même temps, les taux de criminalité ne faisaient qu'augmenter et les gens étaient dans les rues à se battre pour des besoins fondamentaux comme la nourriture et l'eau. Comme si cela ne suffisait pas, il semblait que Dieu avait aussi abandonné l'humanité, car le monde était désormais infesté de ces bêtes sauvages. En 2095, la fin de l'humanité était inévitable. Les gouvernements du monde ne pouvaient rien faire et tout le monde avait pratiquement perdu tout espoir ou était entré en mode panique. Cependant, à ce moment-là, le premier super-héros de l'histoire humaine est apparu, nommé Zéro, ce qui indiquait le nombre de fois qu'il se souciait de ceux qui l'appelaient un otaku. Zéro a vaincu d'innombrables forces obscures comme si de rien n'était et a même obtenu des informations compromettantes sur des organisations criminelles. En quelques mois, il avait sauvé l'humanité à lui seul après avoir finalement décapité le roi des monstres. Zéro était comme le dernier phare d'espoir pour l'humanité. Cependant, un jour fatidique, il a été banni des lignes de front et personne n'a jamais su ce qui était arrivé aux héros de l'humanité. Inspiré par son pouvoir inégalé et ses actes héroïques, des personnes fortes du monde entier ont décidé d'unir leurs forces et ont donné naissance à l'Association des héros. Une organisation de personnes douées de super-pouvoirs qui ont été repérées, rigoureusement testées et déployées pour combattre les monstres et les criminels. Tous les héros et ennemis sont classés en 8 rangs allant de SS à E. Et cela nous ramène au début de son histoire qui, de manière amusante, est en réalité la légende derrière le masque du premier et du plus puissant super-héros de l'humanité, Zero. Mais maintenant, en étant Jai, il semble que tout ce qu'il veuille faire soit jouer à des jeux vidéo et regarder des résumés d'animes. Tout en se faisant gronder par sa sœur pour ne pas se laver, laisser ses vêtements sales et malodorants par terre et vivre comme un mode de Discord dégoûtant qui ne sait pas ce qu'est un sac poubelle. Un jour, en marchant dans la rue, Jai tombe sur un spectacle en plein air donné par un groupe masculin populaire local. En gros, une version Walmart de BTS. Ce sont des membres de la célèbre famille Shishin et ils donnent un concert en direct pour leurs fans. Mais pendant leur performance, des voyous, un gang de criminels de classe C appelé la Main Noire, tirent sur le chanteur principal. Le leader déclare qu'il est venu pour les éliminer pour avoir tué ses amis et envoie ses hommes pour les achever une bonne fois pour toutes, assoiffés de cette douce vengeance. Cependant, à leur grande surprise, la famille Shishin sait se battre aussi bien qu'elle joue de ses instruments et nettoie instantanément le sol avec tous les criminels de bas étage. Avec tous ces hommes à terre, le leader de la Main Noire prend les choses en main et affronte le boss Shishin en 1 contre 1. Mais le faux dur se fait complètement frapper comme un PNJ et tombe au sol. Juste à ce moment-là, Jai intervient et accroche sans effort l'un de ses pieds avec une menotte de haute qualité, quelque chose dont seuls les policiers de haut niveau ont accès. Il s'avère que la bande de la Main Noire a en fait été engagée par le chef de la famille Shishin lui-même afin de donner un spectacle en public pour gagner en popularité. Pensant que tout cela n'était qu'un stratagème pour le faire arrêter, le chef de la Main Noire oublie le raccord et se transforme en sa forme musclée de matchman, se révélant comme un vilain de niveau B. Il envoie alors le chef Shishin voler en arrière d'un seul coup de poing et bat les autres membres avec aisance. À ce moment-là, un héros de rang E nommé Jan arrive sur les lieux et ordonne à la Main Noire de se rendre. Il avance alors les mains en avant, exposant ses gants laser haute technologie et se prépare à tirer, mais à sa grande honte, les gants laser explosent au moment du tir, ce qui propulse Jan dans une pile de déchets où il appartient. Jan se relève et dit que cela devait être un tour joué par la Main Noire, alors il essaie de l'affronter au corps à corps, mais il est encore une fois projeté dans la poubelle. Il tente de se battre plusieurs fois avec tous ses gadgets bon marché de Batman, mais il est instantanément revoyé dans les déchets à chaque fois. Agacé, la Main Noire décide de le sortir de sa misère et commence à courir vers lui à pleine puissance. Jan se lève et dit à Jai de s'enfuir. Jai lui dit qu'il va sûrement mourir, mais Jan déclare qu'il est un héros, donc il ne peut pas rester là à laisser un civil innocent se faire blesser. En entendant cela, Jai se sent mal pour lui-même d'être un tel loser dernièrement, alors il décide de se battre à nouveau. Soudain, il sort un énorme gourdin en fer clouté de son dos et je vous laisse commenter vos pensées sur l'endroit où il pourrait bien le ranger. Il se met à sauter dans les airs et à tourner, tournant comme un fou, avant de frapper la tête de la Main Noire avec le gourdin, mettant fin à sa carrière en un coup. Jan est immédiatement impressionné et se demande comment il a bien pu faire cela. Étant un civil sans vie, il attrape la jambe de Jai et lui demande d'être son partenaire car il formerait sûrement la meilleure équipe avec son grand cerveau et son équipement high-tech et les compétences de combat aux puces de Jai. Juste à ce moment-là, une voiture noire arrive et une femme d'apparence riche en sort.
Il s'avère qu'elle est la super-héroïne de rang 3 dans la ville H, appelée Manufacturing, et elle s'approche de Zan pour lui demander ce qui se passe. Zan se lève et lui dit qu'il a vaincu le vilain de classe B grâce à son équipement high-tech et à ses capacités de combat surhumaines. Il présente également Jai comme son nouvel apprenti et assistant junior. Manu regarde son visage stupide et lui demande de qui il parle car Jai avait déjà fui les lieux. Discrètement après cela, Jai rentre chez lui et tombe sur sa sœur en train de se disputer avec son potentiel fiancé appelé Wanfang. Wan l'informe qu'elle a officiellement postulé pour l'institut de recherche Dr. Quinn. Cependant, Wanfang veut qu'elle retire ses candidatures et travaille pour lui dans l'une de ses nombreuses entreprises à la place. Wan devient très en colère et lui dit qu'il ne peut pas l'acheter avec de l'argent et le fait partir. Jai entre alors et lui dit qu'elle devrait être plus réfléchie en rejetant les hommes de cette manière. Cependant, elle répond qu'elle ne se soucie que de Zero et qu'elle veut épouser un homme comme lui, ce qui fait grimacer Jai à l'idée que sa propre sœur soit obsédée par son identité secrète. Wan lui demande ensuite comment se passe sa recherche d'emploi et il dit qu'il n'a rien obtenu, ce qui les amène à se disputer à ce sujet également. Quelques instants plus tard, Zan arrive de nulle part et propose officiellement à Jai de rejoindre l'association des héros, en disant qu'il recevra même un salaire et pourra gagner des primes. Sa sœur le regarde comme si c'était le moment qu'elle attendait toute sa vie et signe immédiatement le contrat pour qu'il ne soit plus un fardeau. Après cela, Jan l'emmène au centre d'essai de l'association des héros où il voit une statue de Zero aux côtés d'autres héros de rang SS. Jai s'interroge sur eux et Jan lui dit qu'il s'agit des héros qui ont sauvé le monde aux côtés de Zero, laissant Jai se demander qui sont ces imposteurs, lui qui a toujours été un loup solitaire dans sa vie précédente. Sur ce, il est conduit dans une salle d'examen et rencontre un héros de rang B nommé Yat, puis un tank de guerre qui est son instructeur pour l'examen de capacité physique. Jai le traite alors de simple imbécile et dit que si Jai peut le retenir pendant 3 minutes entières, il réussira l'examen. Jai demande alors « Que se passe-t-il si je te bats ?» et un Jan abasourdi répond que c'est impossible, peu importe sa force. Sur ce, Jai avance avec confiance et l'heure d'email commence. Yat transforme alors ses bras en 2 lames, tandis que Jai sort le club en fer malodorant de son dos. Yat charge alors et lance une attaque directe avec ses bras lames. Cependant, Jai l'arrête d'une seule main en utilisant son club. L'examinateur est choqué et même Yat le complimente, disant qu'il est le candidat le plus fort qu'il ait jamais rencontré. Cependant, à ce moment-là, Yat devient très sérieux et saute derrière Jai pour le frapper. Jai se redresse avec aisance et évite son bloc de ciment, mais Yat commence à lui en envoyer toute une série comme s'il s'agissait d'un ballon de football. Jai les brise avec facilité avant qu'il ne se heurte à nouveau et s'engage dans un duel épique, échangeant plusieurs coups. Cependant, Jai se lasse de jouer avec sa proie et maintient le bras de Yat avec son pied, lui écrasant le nez avec un genou au visage et le mettant KO. Ainsi, il réussit son premier examen et surprend tout le monde en battant si facilement un héros de rang B. Mais alors, il commence à redouter le prochain test, qui est un examen écrit le lendemain. Yat se réveille alors à l'hôpital après un cauchemar et commence à pleurer comme un bébé. Il est accueilli par Manu qui lui dit qu'il ne devrait pas s'inquiéter car le nouvel arrivant avec qui il s'est battu était probablement aussi fort qu'un héros de rang A. Mais ensuite, elle lui remet tristement les résultats de l'examen écrit de Yai et dit qu'il est malheureusement aussi bête qu'il est fort, puisqu'il n'a réussi qu'à obtenir 13 points sur 100. Gait regarde alors la feuille de réponse, confus. Alors Manu lui dit de regarder sa réponse à la dernière question qui était d'écrire ses idées de héros. Gait lit alors et voit que Yai a répondu qu'il ne veut pas être un héros. Et de plus, il ne comprend même pas ce que cette justice dont il parle signifie. Et si cela peut vraiment être appelé justice pour commencer. Pendant ce temps, à l'extérieur dans le hall principal, Yai et tous les autres candidats héros se tiennent devant le tableau des résultats des tests, où Jean se moque de Yai pour n'avoir obtenu que 13 points à l'examen écrit. Il dit que peut-être que Yai devrait d'abord terminer la 3e année avant de penser à devenir un héros, et le taquine encore plus. Cependant, Yai ne le prend pas trop au sérieux, en s'éloignant, l'appelant bruyant. Jan marche avec lui et lui dit de se remonter le moral, en disant qu'il ne peut pas être un héros tout seul, et qu'il aura besoin d'un partenaire comme lui. Il explique que devenir un héros consiste davantage à trouver les bons membres d'équipe et à avoir les bonnes connexions pour monter en grade plus rapidement, suggérant qu'il devrait être plus ouvert à travailler avec les autres et à devenir un joueur d'équipe. Yai demande alors que si quelqu'un est trop faible, ne ferait-il pas tomber toute l'équipe, et pense aussi que compter sur les autres ne fait pas vraiment de vous un héros. Juste à ce moment-là, ils entendent un groupe de 3 héros de bas niveau harceler un jeune homme avec des lunettes. Ils s'attaquent à lui et lui ordonnent de ne plus jamais montrer son visage près d'eux. Le jeune homme prend la parole et dit que s'il n'utilise pas ses pouvoirs, les criminels s'enfuiraient et causeraient plus de mal aux civils ordinaires. Cependant, les intimidateurs se moquent des civils ordinaires car ils ne causent aucun problème, alors comment sont-ils censés augmenter leur rang en tant que héros? Ils disent qu'il vaut mieux que les criminels s'échappent plutôt que d'être attrapés par un nerd à lunettes comme lui
et lui disent de démissionner immédiatement de l'association des héros, sinon ils continueront à le frapper. Le gamin avec des lunettes les traite de faux héros et il réplique en riant de lui, disant qu'il est un idiot qui mourra comme le grand zéro. Il le jette alors à terre, mais Jay le rattrape comme un boss. Pendant ce temps, John se précipite en avant et frappe le gars qui l'a jeté. Le gars bloque simplement son coup de poing et l'appelle un autre fan idiot du zéro, se préparant à riposter. Cependant, Jay se précipite entre eux et les retient tous les deux. Le harceleur recule et révèle qu'ils font partie du célèbre groupe de héros de rang D, les frères du Triangle d'Or. Juste à ce moment-là, un gars aux cheveux bleus les interpelle sur le côté et demande s'ils peuvent parler un moment. Les frères du Triangle d'Or se retournent et commencent à paniquer en le reconnaissant comme le célèbre joueur malchanceux de rang E nommé 13. Ils commencent à s'approcher d'eux, les effrayant, et juste avant de faire un pas de plus, les sœurs du Triangle d'Or s'enfuient avec leur petite queue entre les jambes. Après avoir vu cela, Jay et les autres sont vraiment impressionnés et le gamin aux lunettes se présente en tant que King. John l'appelle 4 yeux et se moque de lui, tandis que Jay se présente normalement et demande des nouvelles du joueur de rang E qui vient de faire fuir la bande de rang D. Le gars se présente comme 13 et dit que même s'il est seulement un joueur de rang E, les gens ont peur de lui, et qu'ils sont les seuls à l'avoir traité comme une personne normale depuis des années. Jay lui demande s'il n'a vraiment pas d'amis, alors 13 sort son portable et lui montre la photo de sa waifu de Genshin Impact. Jan dit à Jay que 13 semble être un otaku qui aime les personnages 2D, mais Jay se révèle être un homme de culture et s'approche de 13 pour lui montrer sa waifu de Genshin et ils deviennent instantanément amis car ils ont des goûts similaires. Il met ses mains sur les épaules de 13 et lui demande s'il aimerait devenir son partenaire et 13 accepte les larmes aux yeux parce que personne n'a jamais essayé de devenir son ami, encore moins de lui proposer de rejoindre leur équipe. Il finit par pleurer de joie, ce qui rend Jay un peu inquiet pour lui. Le roi demande à propos de son super pouvoir et 13 dit que son pouvoir est la malchance. Jay demande s'il a la capacité de donner de la malchance uniquement à ses ennemis, mais 13 révèle que son pouvoir affecte tout le monde autour de lui, apportant ainsi la malchance à ceux qui lui sont proches, où qu'il aille. Il explique en outre que depuis son enfance, il est maudit par une malchance surnaturelle et que les gens ont commencé à l'appeler le fantôme malchanceux. Quand il était petit, l'orphelinat où il a été élevé a pris feu et a brûlé jusqu'au sol. Il a été envoyé dans un autre orphelinat, mais quelques jours après son transfert, cet orphelinat a également été détruit par un glissement de terrain. Après cela, peu importe où il allait, l'endroit s'effondrait, et après qu'un certain nombre d'orphelinats se soient rapidement écroulés à cause de son pouvoir malchanceux, il a commencé à vivre dans la rue. 13 explique alors qu'en dépit de toute cette malchance, de bonnes choses lui arrivent parfois, et donne l'exemple de Zero qui l'a sauvé. Jay commence à s'inquiéter de sa propre malchance d'autrefois. Pendant ce temps, 13 fait semblant d'être Zero et frappe un pilier en plaisantant. Malheureusement, à cause de son pouvoir de malchance, cela s'avère être un point faible pour tout le bâtiment, et il commence à s'effondrer instantanément. Le plafond s'effondre et de nombreuses personnes sont blessées par les débris. Le roi est écrasé sous un énorme morceau et Jay s'occupe également de sauver un enfant. Il dit ensuite à 13 de secourir le roi et de l'emmener à l'hôpital. Plus tard, ils se retrouvent tous dans le hall de traitement post-opératoire. Ching a réussi à survivre d'une manière ou d'une autre et est jeté dans une chambre de guérison avec des bandages sur tout le corps. 13 se sent si mal pour ce qu'il a fait, mais Jay lui dit d'arrêter de se blâmer et veut toujours qu'il les rejoigne en tant que membre de leur équipe, le roi. King et Zan sont également d'accord mais lui demandent de garder ses distances à cause de sa malchance, tandis que Jay n'a pas de problème à être proche de son nouvel ami malchanceux. Quelques jours plus tard, King se remet enfin et Jay avec 13 joue aux cartes à une table. Jan entre alors avec une lettre et Jay lui demande s'il a enfin réussi à obtenir une note d'amour. Jan révèle qu'il n'a pas encore cette chance et prend une grande dose de copium. Il s'avère que Jan a réussi à obtenir leur premier travail pour le groupe de héros, ce qui l'excite. Leur mission est de capturer un groupe de criminels qui échangent des objets illégaux. Il y a censé avoir un tas de mercenaires criminels de niveau C dans le groupe, mais pour une raison quelconque, des accidents se produisent à chaque fois, donc beaucoup d'entre eux ont commencé à quitter le groupe. Nos héros séjournent dans un bâtiment voisin pendant que 13 garde un œil sur les criminels, tandis que Jay et Jan se détendent sur le toit en grignotant du bacon et du jerky de bœuf. Ils savent tous que 13 et sa malchance sont responsables de tous les accidents qui arrivent aux mercenaires ennemis et lui disent de les suivre encore quelques jours car ils tomberont tous à cause de son porte-bonheur malchanceux sans qu'aucun d'eux n'ait même à lever le petit doigt. Jan pense que cela ne fonctionnera pas car il ne pourrait pas obtenir de récompense de l'association des héros si les criminels ne sont pas directement traités. Pendant ce temps, ils ont transformé King en leur larbin qui leur apporte des collations et porte l'équipement. Jan lui dit d'apporter son équipement de super-héros avec quelques paquets de bacon épicé, ce qui l'agace. D'autre part, 13 explique qu'ils échangent un objet très secret et dangereux aujourd'hui, donc leur travail est de les prendre la main dans le sac.
Il rapporte ensuite que les deux parties ont enfin établi un contact et que King arrive sur le toit avec l'équipement juste à ce moment-là. Jan dit qu'il va y aller en premier et prendre tout le crédit avant de s'envoler avec ses bottes de fusée. Pendant ce temps, les deux gangs criminés prennent contact et l'acheteur demande à voir le produit avant le paiement. Les vendeurs acceptent la condition et sortent le produit de sa chambre, révélant le énorme amas de caca, d'eau et de slime transformé en monstre. Il le contrôle avec une télécommande et montre sa taille massive ainsi que son pouvoir destructeur. Les criminels s'excitent et procèdent à l'échange. Mais juste à ce moment-là, King arrive rapidement sur les lieux avec ses lunettes de nerd et dit qu'en vertu de la loi de l'association Les Héros, il est là pour les arrêter. Il présente ensuite ses coéquipiers, Jai, le fantôme malchanceux, 13 et Jeanne, qui tombent du ciel et s'écrasent sur le sol en béton, se mettant hors de combat. L'acheteur ordonne à ses hommes de tirer sur eux, mais King les arrête tous en lançant une poignée de lunettes au sol, puis en se téléportant vers eux. Il saisit toutes leurs armes avant de se téléporter de nouveau vers 13. Le vendeur utilise sa télécommande pour faire attaquer le monstre de caca, d'eau et de slime. Cependant, 13 riposte avec une mitrailleuse et commence à réduire sa santé. Il jette ensuite un paquet de bacon épicé dans la bouche du monstre, ce qui le rend avide et le pousse à les poursuivre. Il court vers Jay et lui demande de les aider avec le monstre, et Jay s'en retourne et frappe le slime comme une balle de baseball dans la ville. Le monstre atterrit dans la rue animée des restaurants et commence à attaquer les gens avec son slime malodorant. Mais Jay se précipite instantanément sur les lieux et le frappe fort avec son bâton en raison de l'impact. Le monstre éclabousse son eau sale partout et les gens commencent à se plaindre. Jan arrive sur les lieux et demande à G s'il veut détruire l'endroit en éclaboussant de l'eau souillée partout, mais il dit ensuite de le laisser gérer. Il équipe son arme et révèle que c'est un purificateur d'eau, donc il va tuer le monstre rapidement avec ça. Il se lance en avant avec ses bottes fusées et frappe le monstre tout en oubliant d'utiliser sa force correctement, ce qui ne lui inflige qu'un peu de dégâts. G le tire ensuite et le sauve, mais Jan pense toujours qu'il a la situation en main maintenant. Il ajuste son arme et entre en mode duel cool pour combattre le monstre. La slime l'attaque avec une multitude de tentacules collants, mais Jan esquive toutes ses attaques avec style et termine le combat en enfonçant sa longue tige dans le monstre puant et visqueux, le transformant en eau pure avec des propriétés améliorantes et purifiantes pour la peau. Le monstre éclate en une flaque d'eau et emporte tout le lieu, rendant tout le monde heureux. Bientôt, le roi et 13 arrivent également sur les lieux et remarquent la foule qui se forme autour de G. G leur dit qu'il n'a rien fait et que John est le véritable héros ici, en le désignant. Plus tard dans la journée, nos héros sont assis ensemble dans leur bâtiment et se plaignent des petits points d'XP qu'ils ont reçus de l'association, même s'ils ont vaincu et capturé 2 gangs criminels à la fois. Le roi dit que cela doit être à cause d'une fille insignifiante qu'ils ont croisée plus tôt. G essaye de demander à la fille son nom, mais elle ne dit rien et continue de siroter son jus. Le roi et Jan discutent de la façon de gérer la situation avec elle, mais juste à ce moment-là, la sonnette retentit et ils découvrent que l'héroïne de rang 3, Manu, est à la porte. Elle entre et joue avec la fille, les félicitant d'avoir accompli leur première mission en équipe. Jill lui dit d'arrêter de tourner autour du pot et lui demande des informations sur la fille. Elle leur donne une clé USB et l'y laisse la brancher à l'écran. Elle explique que plusieurs années auparavant, la Genetic Evolution Company a établi de nombreuses œuvres de charité à travers le monde pour les enfants sans abri. Mais leur véritable objectif est d'utiliser ces enfants pour mener leurs expériences dégoûtantes sur la fille. Celle qu'ils ont trouvée est le seul et unique succès qui soit sorti de cette installation, tandis que tous les autres enfants ont péri en tant que dommages collatéraux. Après avoir entendu cela, Jai devient furieux et se lève, libérant ses capacités inégalées. Il demande ce que l'association des héros a fait toutes ces années et pourquoi ils n'ont pas encore mis fin à tout cela. Cependant, Jai réalise qu'il n'est plus un zéro, alors il se calme et dit qu'il a juste un peu de mal à contrôler ses émotions. S'excusant de s'être si enflammé après cela, Manu continue en disant qu'ils ont naturellement enquêté sur leurs entreprises rivales pendant des années. Mais après avoir fait ses propres recherches et déterré leur histoire, elle a découvert que les entreprises malveillantes ont des alliés au sein de l'association des héros, et c'est pourquoi personne n'a pu les arrêter jusqu'à présent. En fait, le véritable coupable derrière tout cela n'est autre que le président de l'association des héros, Rui lui-même. Elle leur dit ensuite que cette petite fille est un sujet très important pour la Gen Evolution Company de Rui, et qu'ils essayeraient certainement de la récupérer par tous les moyens. Jay demande si Manu n'est pas un membre senior de l'association et pourquoi elle ne peut rien y faire. Mais Manu répond qu'après ce soir, elle ne pourra même pas garantir sa propre sécurité et qu'elle n'a donc d'autre choix que de compter sur eux. Elle dit que cette fois, l'association enverra probablement des assassins professionnels pour attraper la fille. Le lendemain matin, Jay et les autres décident d'emmener la petite fille faire des courses. Jay demande également à sa sœur de les accompagner pour l'aider à acheter des affaires pour la petite. Wan lui demande d'où il a kidnappé cette petite Loli et Jay lui dit qu'il l'a sauvée lors d'une mission et qu'il doit la protéger car elle n'a pas de frère, de parents, ni de maison où aller.
En entendant cela, Wan devient vraiment triste et compatissante et regarde la pauvre fille. Elle la prend instantanément dans ses bras, lui demandant si tout va bien et si son frère lui a fait du mal d'une manière ou d'une autre. Elle l'emmène ensuite pour lui acheter de la bonne nourriture et de nouveaux vêtements, et Jai lui dit d'y aller et qu'il va se détendre avec ses amis un moment, qu'ils resteront proches. Une fois qu'ils sont partis, les trois d'entre eux remarquent que les frères du Triangle du Diamant les ont suivis et sont là pour se battre. Ils entrent tous dans une ruelle et les frères leur disent que le héros de rang 3, Manu, est recherché par l'organisation et que le président les a envoyés là pour les conduire au siège pour un interrogatoire. Jai dit qu'ils n'iront nulle part avec personne et cela marque le début de leur combat. Les frères du Triangle du Diamant disent qu'ils ont de la chance car le fantôme malchanceux n'est pas avec eux aujourd'hui et commencent à charger tous en même temps. Mais Ji les met tous KO instantanément et les traite de pathétiquement faibles. Juste à ce moment-là, Yan réalise qu'il devrait retourner vers Wan et ils courent tous vers les filles. Ils retrouvent Wan et lui disent qu'ils devraient rentrer chez eux aujourd'hui car quelqu'un pourrait venir rencontrer la petite fille. Puis ils lui demandent où elle était. Wan appelle Mumu et la petite fille entre dans sa nouvelle robe qu'ils viennent d'acheter. Wan demande à Jai si elle peut laisser Mumu vivre chez elle aussi et qu'elle la protégera et s'occupera d'elle. Jai se demande à ce sujet et regarde les deux autres qui lui disent que ce serait idéal car Jai est le plus fort parmi eux donc Mumu sera beaucoup plus en sécurité en étant près de lui. Jai accepte et il se sépare de là, Jai rentrant chez lui avec sa sœur. De retour au siège de l'association des héros, le président Rui se plaint que le groupe de rang D n'était qu'une bande de perdants et qu'il n'avait même pas réussi à capturer quelques rangs E. Un autre homme chinois au look suspect est également dans la pièce et il dit au président d'arrêter de se plaindre comme un enfant et qu'il enverra cette fois-ci ses propres hommes entraînés pour s'assurer qu'il se débarrasse définitivement de ses rampaches. Plus tard dans la nuit, Zen est attaqué par une ninja féminine qui infiltre sa maison et finit par tuer un mannequin avec une étrange poignée dans la bouche. Elle pense que c'est la tête d'un cadavre et commence à crier, mais ensuite elle lève les yeux pour voir un mur plein de visages avec des poignées similaires coincées dans leur bouche. Juste à ce moment-là, Zen entre dans la pièce et demande ce qu'il se passe, et la ninja lui dit de goûter à la mort avec sa propre arme. En poussant une des tiges dans sa bouche, Zen pousse un cri et il s'avère que ces tiges sont des brosses à dents technologiques spéciales qu'il développe pour ses missions de héros. Ensuite, la fille prend ce qui ressemble à une poignée de sabre laser et libère la lame de plasma. Elle pointe ensuite l'épée sur Zen et l'attaque pour l'avoir dupé. Mais il s'avère que cette lame est un autre de ces produits d'hygiène high-tech qui le nettoie instantanément, bien qu'il ait un bug qui détruit aussi les vêtements. La fille commence à paniquer en voyant son armure de scénario longue et s'enfuit en disant qu'il n'y a aucune chance qu'elle puisse vaincre cet idiot. D'un autre côté, Jai traîne c'est lui et remarque quelqu'un qui surveille sa maison depuis les bois. Il apparaît instantanément derrière le coupable qui s'avère être un tueur de rang A de l'association des héros. Il peut transformer ses mains en lame acérée et s'apprête à l'attaquer, mais Jai le met hors d'état en un seul coup, le faisant réfléchir à ses mauvais choix de vie. L'homme se lève et s'injecte un composé d'abeille, se transformant en sa forme de monstre, ce qui lui donne la force d'un héros de rang S. Il se téléporte alors derrière Jai et essaye de le frapper, mais Jai se retourne simplement et lui détruit le bras. Le monstre Guy recule et régénère son bras, mais Jai esquive les coups avec aisance et le met à terre d'un seul coup de poing, ce qui inquiète Saitama. Dans l'autre univers, Jai s'éloigne en suggérant qu'il retourne voir son maître et lui dise d'arrêter de causer des problèmes, car ils ne pourront pas obtenir cette fille tant qu'il sera là avec elle. Le monstre Guy dit qu'il peut le battre, mais qu'il ne peut pas vraiment le tuer tant qu'il a sa régénération, la chose qui le fera revenir pour lui et sa sœur tant qu'il vivra. Après avoir entendu sa menace envers sa petite sœur, Ji s'arrête et se retourne avec un regard mortel dans les yeux. Il dit qu'il a franchi la ligne avec ça et saisit sa massue pour la transformer en épée. Il l'agite alors une fois et détruit le monstre Guy ainsi que toute la montagne derrière lui, disant qu'il ne laissera plus personne être blessé en sa présence et rentre chez lui. Il repense à leur conversation avec Manu quand elle leur a dit que dans 3 jours, le président rencontrerait les gens de la compagnie d'évolution génétique et que ce serait une occasion rare pour eux de les prendre la main dans le sac et de tous les éliminer d'un coup. Guy se remémore tout ce qui s'est passé jusqu'à présent et comment les héros de cette époque ne travaillent que pour la célébrité et l'argent, et personne n'a la véritable essence du sacrifice nécessaire pour protéger les autres comme un vrai héros. Il dit qu'il restaurera l'association des héros à sa gloire d'antan et résout de participer à la prochaine bataille pour abattre des déchets comme Rui. Le lendemain, Jai, Yan et King rejoignent Manu dans leur base secrète et elle leur parle de leur plan. Rui et la compagnie d'évolution génétique se rencontreront ce soir et pour tous les éliminer d'un coup, ils ont besoin de plus d'aide. Pour compenser cela, Manu a invité quelques héros de rang A de la ville B, y compris le mage de glace, Ye, et la Ligue des muscles. S'ils échouent ce soir, les conséquences seront désastreuses car le médicament d'évolution génétique se répandra sur le marché et de très mauvaises personnes finiront par exploiter d'énormes quantités de pouvoir.
Ji regarde alors Ye et l'appelle petite, ce qui les amène à se battre. Elle traite également King de grenouille à lunettes et lui donne un coup de pied. Cependant, Manu essaie de les calmer en disant que Jai était le seul capable de détruire les défenses de Rui dans la ville H. Ye demande à King pourquoi il était là, et il répond que Rui a son adresse et qu'il ne peut pas rentrer chez lui tant qu'il n'est pas sûr d'être en sécurité. Manu dit que grâce aux efforts malchanceux des 13, ils ont pu détruire le siège de la Genetic Evolution Company dans la ville A et que le conflit interne devrait être la dernière chose responsable de l'échec de cette mission. Après cela, ils se regroupent la nuit et se dirigent vers l'endroit où Rui rencontrera les hommes de la Genetic Evolution Company. Les membres de la Muscle League sont également présents et semblent vraiment intéressés par les bras mignons de Jai. Juste à ce moment-là, un hélicoptère atterrit devant Rui avec le président de la société nommé Gan à l'intérieur. Les membres de la Muscle League s'avèrent également être des brutes et commencent à attaquer sans recevoir de signal de Manu, et Jan les suit aussi. Rui envoie ses hommes se battre, mais il est confronté par Jai. D'autre part, Gan ferme la porte et commence à s'envoler pendant que Manu dit à Ye de les empêcher de s'échapper. Elle abat l'hélicoptère avec ses éclats de glace. Mais juste à ce moment-là, un tireur d'élite ennemi la touche également. Jai et Manu se tiennent devant Rui pendant que King part pour sauver Wei. Le tireur d'élite s'avère être Lizé, le héros de rang 1 dans la ville H qui a la capacité de contrôler la direction des balles. Manu dit à Jai de poursuivre Gan pendant qu'elle s'occupera du président Rui. Jai se rend sur le site du crèche de l'hélicoptère et confronte Gan, qui s'avère être le même type louche de tout à l'heure qui a envoyé des assassins après Jan et Jai. Yin surgit par derrière et tente d'attaquer Jai, mais il bloque toutes ses attaques et la renvoie vers Gan. Juste à ce moment-là, Jan arrive également sur les lieux et commence à se battre contre la ninja Yin. Ils échangent plusieurs coups, mais finalement il la pousse au sol avec un coup puissant. Elle se relève alors et Jeanne lui propose de changer de camp. Mais la fille dit qu'elle ne travaillera jamais pour un riche idiot comme lui et l'attaque avec de nombreux coups de ses lames. Jeanne recule, mais est coupée par l'une d'elles. Yin s'approche pour porter le coup final, mais Jeanne se relève et lui dit de lui parler. Elle dit qu'il n'y a plus rien à discuter, mais il lui demande de comprendre la situation. Il commence à parler de ses richesses et dit qu'il peut lui offrir plus que ce qu'elle est payée, et que plus que tout cela, il peut lui offrir une nouvelle vie où elle n'a pas besoin de tuer. Elle dit qu'elle n'a aucune raison de le croire, et tant qu'elle le tue, elle a une issue. Mais Jeanne décide d'utiliser la technique la plus opportune de l'histoire de l'anime, le Talk no Jutsu, et la combine avec son arrière-plan riche. Il lui dit que le fait de le tuer ne lui permettrait pas d'échapper à la mort elle-même, et que cela ne ferait que repousser le délai. En tant qu'assassin, un jour elle sera traquée, capturée et utilisée à nouveau. Il dit qu'il sait qu'il reste vraiment peu de véritables héros dans ce monde, mais c'est à elle de décider si elle veut être une véritable héroïne elle-même ou si elle préfère être un animal de compagnie pour les cerveaux avec de l'argent et du pouvoir. Il laisse sa blessure saigner, s'approche d'elle et lui donne une chance de décider, finissant par gagner le pari lorsqu'elle laisse tomber sa lame et repose sa tête sur sa poitrine. D'autre part, Ching retrouve Ye et lui demande si elle va bien. Elle lui dit qu'elle n'a pas besoin de son aide et le pousse de côté pour former un bouclier de glace afin de bloquer les balles de Lizé. Une des balles traverse son bouclier et elle tombe en arrière, mais Ching la rattrape et se téléporte dans la forêt. Il utilise son intelligence et lui dit de suivre ses instructions en fonction de la direction du tir, de la distance et du copium utilisé. Il découvre la position actuelle de Lizé et dit à Ye de le geler. Lizé est touché et se téléporte ailleurs et Ye le complimente pour son intelligence. Ils se lèvent tous les deux et décident de retrouver Manu, mais Lizé apparaît derrière eux et pousse Ching de l'arbre tout en enfermant Ye dans un champ de force avec son pouvoir. Il saute ensuite et commence à frapper Ching, finissant par poser son pied sur sa tête. Il dit à Ye qu'il a obtenu le dispositif de champ de force du président et que, bien que cela soit normalement utilisé pour détenir des criminels internationaux, cette version du dispositif a été modifiée par la Genetics Evolution Company pour tourmenter les héros. Il pointe ensuite son arme sur Ye et lui dit de dire ses adieux, mais Ching se relève et recommence à se battre contre lui. Lizé le bat à nouveau et lui marche dessus, mais Ching le fait reculer en lui lançant un dispositif ressemblant à une bombe. Lizé le renvoie contre un arbre et se tourne vers Ye, mais Ching se téléporte en utilisant son jutsu Flash Nerd et donne un coup de poing propre au visage métallique de Lizé. Cela se termine aussi mal qu'on pourrait s'y attendre et il finit par se blesser lui-même à la main. Cette fois, Lizé en l'a assez de son visage stupide qui l'agace et commence à le frapper comme un sac de frappe, le jetant au sol comme une poupée de chiffon. À la fin, Ching essaie de riposter en activant la bombe et en la faisant exploser sur son visage. Mais cela lui cause plus de dégâts qu'à Lindsay qui regarde son simp aux 4 yeux tomber au sol. Ye libère toute sa puissance et brise la prison du champ de force en utilisant son pouvoir de choc. Elle attrape ensuite son esclore inconscient et s'enfuit. Pendant ce temps, Jai sort son club en fer et engage un combat dynamique contre Gan. Gan lui lance une rafale de coups de poing, mais cela n'affecte pas Jai du tout. Alors il décide de s'injecter une forte dose de copium raffiné.
Avec la puissance de Pépé, il se transforme en une version démoniaque plus forte de lui-même et commence à frapper le sol avec ses poings. Jai dit qu'il va devoir être un peu plus sérieux et se précipite avec quelques combos d'arts martiaux, finissant par mettre Gan hors de combat d'un coup de poing puissant dans le ventre. Il lui donne ensuite un coup de pied dans son visage stupide et l'appelle faible et arrogant avant de s'éloigner. Pendant ce temps, Manu décide de combattre Rui et transforme ses mains en lames de glace. Elle se précipite pour la battre, mais Rui contre en lui tirant une multitude d'éclats métalliques. Elle les pare tous et parvient à frapper son bras, mais lorsque la fumée se dissipe, on découvre Rui portant son armure Ziji sans aucune blessure. Elle se prépare à frapper à nouveau, mais Rui lui dit qu'en 2023, se défendre fait partie de l'égalité. Il lui donne alors un coup dur dans le ventre, la faisant tomber avec un autre coup de poing dans le dos, lui permettant de goûter la terre au sol. Il se penche pour la saisir par la tête et lui demande si elle regrette maintenant ses actions, mais elle lui répond que de vrais héros ne regrettent jamais de combattre le mal et tente de frapper sa tête. Il saisit sa lame et la brise avec sa main, puis écrase sa tête contre le sol comme un barbare. Il la soulève ensuite par le cou et lui dit que c'est la fin pour elle. Elle répond qu'elle est prête pour cela et utilise son pouvoir, Lotus de glace, pour le maintenir en place. Il lui dit que c'est inutile, mais elle dit qu'elle avait juste besoin de le retenir un moment et appelle Jai à son aide. Juste à ce moment-là, Jai saute et apparaît derrière Rui, le propulsant avec un coup puissant de son gros bâton en fer. Il aide Manu à se relever et ils disent à Rui de capituler, mais il lui reste encore une dose de copium raffiné qu'il s'injecte, se transformant en monstre de niveau S. Il invoque ses épines de fer et les tire sur eux, et Manu remarque qu'elles sont nettement plus fortes qu'avant. Ensuite, Rui attaque Manu avec les épines une fois de plus et la prend au dépourvu, mais Jai intervient et bloque l'attaque avec son bâton. Il se précipite ensuite vers Rui et le frappe avec force, brisant facilement sa défense d'épines de fer et le faisant plier sur ses genoux. Il demande à Jai s'il est aussi un rang S dont ils ne savent rien, mais Jai répond qu'il ne sait pas car personne n'a pu le juger correctement. Rui dit que cela n'a pas d'importance et se téléporte derrière lui. Il utilise un ancien art martial et dit que personne ne peut l'esquiver, mais Jai évite simplement toutes ses attaques comme s'il avait un instinct ultra et stoppe son coup de poing d'une main. Il le saisit alors comme Goku et le lance dans les airs puis saute après lui. Rui utilise autodestruction pour l'attaquer avec une multitude d'éclats de fer, mais Jai les esquive tous et descend rapidement pour le frapper avec son bâton, l'envoyant au sol. Une fois le combat terminé, Manu lui demande si Rui est mort, mais Jai répond qu'il sait comment contrôler sa force et qu'il devrait pouvoir se réveiller après quelques jours à l'hôpital. Elle lui demande alors s'il est vraiment un héros de rang S, et il répond qu'il ne sait pas. Juste à ce moment-là, Yan arrive avec le premier membre de son harem, Yin, et Jai les taquine tous les deux. Yan jette Yan au fol et dit que ce n'est pas du tout ce qu'il pense et qu'il lui a juste proposé une chance de travailler pour lui, donc elle a décidé d'aller là où il y avait de l'argent. Jai dit que seul un gamin riche et stupide comme Yan aurait pu faire une telle offre et se moque de lui pendant que Yan est allongé par terre à saigner comme une fontaine et leur dit d'arrêter de se plaindre et de l'aider. Ils se lèvent tous les deux et Ji demande à Yan un petit cadeau, et Yan dit qu'il leur fera une fête dans un hôtel chic. Tout le monde a l'air heureux des résultats de cette mission, mais juste à ce moment-là, Yin entre avec un roi inconscient et demande de l'aide. Quelques jours plus tard, le roi et Zhang sont soignés à l'hôpital pendant que les nouvelles nationales diffusent des titres sur les transactions illégales effectuées par l'association des héros de la ville H. Une fois de plus enveloppé de bandages comme une momie, Ruai se plaint du gouvernement corrompu et du fait qu'il n'y a aucune mention qu'ils sont ceux qui les ont attrapés, et se demande pourquoi il devrait avoir peur de qui que ce soit en tant que véritable héros. Pourtant, il est heureux d'avoir une petite amie tandis que Yei s'occupe de lui et lui donne de la soupe avec ses mains. De l'autre côté du rideau, Yon profite d'un traitement de servante de Yon et dit qu'en tant que véritable héros comme Zero, ils doivent s'habituer à cacher leur véritable mérite et leur renommée. Juste à ce moment-là, Jai entre et demande à Yei des nouvelles de sa sœur Manu, et dit qu'elle lui a dit qu'elle viendrait le voir chez lui. Mais cela fait une semaine et il ne l'a pas vue. Juste à ce moment-là, Manu entre par derrière et lui demande s'il lui manquait. Elle dit que leur groupe ne sera pas en difficulté avec l'ancien président. La famille de Rui et sa famille Dong ont discuté des choses avec eux. Elle dit ensuite que cette bataille a prouvé qu'ils ont tous besoin d'un peu d'entraînement et révèle qu'elle a réservé une installation d'entraînement spéciale pour eux auprès de l'association des héros de la ville H. Jan et King sont excités à ce sujet, mais Jai dit qu'il va passer son tour car il est déjà beaucoup plus fort que tous. Yas se fâche à son commentaire et dit qu'un homme devrait toujours chercher à s'améliorer, mais Jai répond qu'il peut facilement les battre tous en même temps sans transpirer. Ye relève le défi et ils montent tous sur le toit pour lui prouver qu'il dit des bêtises. Le combat implique Manu, Ye, Jen et Yin attaquant Jai tous en même temps tandis que King observe depuis son fauteuil roulant. Jai bloque facilement toutes leurs attaques et dit qu'ils n'ont aucun sens du travail d'équipe. Il frappe ensuite Zen et donne un coup de poing à Ea très fort. Yin se précipite en avant et commence à l'attaquer, et Manu suit avec ses capacités de manipulation de la glace et le piège dans l'opis de glace.
Mais Jai pulvérise tout d'un coup de poing et laisse Manu tomber aussi. Yin intervient et essaye de lui faire des dégâts, mais se fait rapidement battre. Et pour finir, Jai tabasse Jan parce que pourquoi pas. Après cela, il leur dit au revoir et dit qu'il doit aller chercher Mumu. Manu accepte l'énorme différence entre leurs forces et dit à tout le monde de se préparer pour l'entraînement. King se retire à cause de ses blessures et Jan essaye aussi de s'enfuir, mais Manu ne les laisse pas partir. Plus tard dans la nuit, Jai se fait éclater la tête et devient encore plus moche lorsque sa sœur Wan le tabasse. Il s'avère que Jai et Mumu ont ramassé un petit chien dans la rue sur le chemin du retour et veulent le garder. Wan, étant la maman qu'elle est, leur dit de s'en débarrasser et que non veut dire non. Mais Mumu et le chiot utilisent des yeux de chiot et cela s'avère très efficace contre elle. Le lendemain matin, elle emmène le chien se promener avec elle au Dr. Chin Research Institute. Elle prévoit de l'utiliser comme sujet expérimental et d'augmenter son QI au point qu'il commence à parler et à lire des livres. Elle dit au Dr. Chin de suivre sa recherche, mais il répond qu'il est occupé et s'excuse de ne pas pouvoir venir ce jour-là. Il s'avère que le Dr. Chin est occupé à s'occuper du chef de la famille de l'ancien président Rui et de lui-même. Ils sont là pour récupérer des données de Rui, qui est maintenant mentalement paralysé. Le Dr. Chin leur dit que ce n'est plus possible. En entendant cela, le chef du clan tue simplement Rui et dit qu'il n'y a pas de place pour les gens faibles dans sa famille. Après cela, ils commencent à sortir et sont accueillis par le nouveau président de l'association des héros de la ville H ainsi que par le jeune maître de la famille Dong, Yang. Yang est aussi le frère aîné de Manu et Ye. Le chef du clan de Rui lui dit de ne pas causer de problème et qu'il n'a toujours pas résolu le problème avec Manu qui se mêle de ce qui ne la regarde pas. Yang dit qu'il s'en occupera et lui dit que c'est un moment important pour leur plan et qu'il ne devrait donc pas s'inquiéter pour une femme. Une fois qu'il part, Yang demande à Qin des nouvelles de la recherche qu'il finance et dit qu'il a amené un aide pour lui et présente le docteur Musali. Quelques jours plus tard, Manu et les autres reviennent de leur entraînement et retrouvent Jai au siège des héros pour le discours d'introduction du nouveau président de l'association des héros. Manu salue Jai et lui demande s'il lui a manqué, mais Jai agit comme un homme Sigma et lui dit qu'elle devient de plus en plus étrange chaque jour. À ce moment-là, un visage familier s'approche de Jai en se présentant comme le Rang, un héros et idole de chant de la famille Shishin. Il l'appelle son maître et lui demande des conseils pour se rapprocher de Manu, mais Jai lui dit de garder ses affaires douteuses loin de lui. Bientôt, la cérémonie d'ouverture commence avec Yang montant sur scène et délivrant son discours comme un véritable politicien menteur. Après son discours, Trace demande aux autres s'ils devraient aller parler au nouveau président pour lui demander une nouvelle évaluation de rang, mais les autres le frappent et lui disent de garder sa malchance loin de tout le bâtiment, sinon il le détruira comme la dernière fois. Pendant ce temps, Manu va en coulisses et parle à son frère en lui demandant s'il est là pour la ramener chez elle. Mais il dit qu'il est là pour d'autres affaires, puis il lui prend le visage et lui dit de nettoyer son désordre et que si elle essaye de leur échapper, il viendra la chercher en enfer et la ramènera même s'il doit la traîner par les cieux. Juste à ce moment-là, Jai, Yan, Rang 13 et Shishin entrent et se tiennent à côté de Manu. Yang s'approche de Jai et dit qu'il le reconnaît comme l'homme qui a vaincu Rui et lui propose de rejoindre sa famille. Jai le regarde avec un sourire, puis décline poliment son offre. Yang se retourne et dit que tout va bien. Puis il lui fait savoir qu'il y a eu des gens comme lui auparavant qui ont décliné son offre pour finir 6 pieds sous terre. J lui dit de venir s'il veut se faire tuer, et ajoute qu'au moins il est meilleur qu'un menteur hypocrite comme lui qui vend ses mensonges à tout le monde sur scène. Yang devient furieux et libère son acquis de conquérant, forçant tout le monde à s'incliner devant lui. Il dit à J d'arrêter de penser qu'il est dans le ciel après avoir battu quelques petits poissons. Mais J reste immobile, complètement indifférent à son faible acquis, et dit que sa capacité mentale est aussi pathétique que son visage. Yang devient encore plus en colère et essaie d'augmenter la pression sur tout le monde, mais J le renvoie voler avec une soudaine poussée de son propre acquis, le faisant cracher du sang. Il le rabroue puis retourne aider ses amis, tandis que Yang sort en se sentant amer. En sortant, ils discutent tous de la possibilité que Yang soit de mèche avec Rui et de son comportement impoli envers Manu. J décide d'envoyer 13 après Manu et lui dit de lui en parler. Juste à ce moment-là, il reçoit un appel de sa sœur Wan qui lui dit que l'expérience sur le chien est terminée et qu'il peut venir le récupérer. J acquiesce et décide d'y aller avec Jeanne. Après avoir terminé son appel, Wan est approché par le docteur Musali, qui lui demande des nouvelles de ses recherches et est émerveillé par son dispositif qui peut rendre un chien si intelligent qu'il peut lire et parler. Il lui dit de continuer son bon travail et s'en va. Juste à ce moment-là, Wan est tiré par Wenfei, l'homme qui a été constamment rejeté par elle. Après lui avoir demandé plusieurs fois de sortir avec lui, elle lui dit de s'en aller car elle ne l'épousera jamais. Mais il dit qu'il est là pour lui dire de fuir cet endroit car ceux qui soutiennent la recherche du Dr. Qin ne sont autres que la famille de l'ancien président Rui et la famille de l'actuel président Viang.
Il dit qu'ils doivent préparer quelque chose de mauvais, et qu'il serait dangereux pour elle de rester là plus longtemps. Elle y pense un peu et réalise qu'il dit la vérité, et dit qu'elle doit sauver le Dr Qin et qu'elle n'est pas une lâche qui laissera quelqu'un d'autre en danger. Puis elle retourne à l'intérieur. Une fois qu'elle est partie, Wenfeng appelle son secrétaire et lui dit de placer des gardes du corps Tian autour de Wan et de s'assurer qu'elle ne soit pas blessée à aucun prix. Pendant ce temps, Jai et Xan se dirigent vers l'institut et Jai remarque des personnes surveillant Wan à distance. Il attrape l'un d'eux et fait faire à Jan des choses discutables pour qu'elle abandonne ses alliés. Avec cela, ils montent sur le toit et mettent hors de combat tous les gardes du corps Tian et Jan dit qu'ils appartiennent à une entreprise sous le commandement de Wenfeng. En entendant cela, Ji devient vraiment en colère et pense que Wenfeng doit essayer d'enlever sa sœur parce qu'elle lui a refusé tant de fois et dit qu'il ira lui faire payer d'avoir envoyé des hommes après elle. D'un autre côté, Wenfeng reçoit un rapport de son secrétaire indiquant que tous les gardes du corps Tian qu'ils avaient stationnés ont été mis hors de combat et ne se souviennent de rien. Il se demande si Yang a eu vent de sa protection de Wan et se résout à la protéger quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, Jai et Xan entrent dans le laboratoire de Wan pour récupérer le chien avec plus de QI que Jai. Jai donne à Wan un médaillant spécial et lui dit d'appuyer sur le bouton au milieu pour l'appeler si elle se retrouve dans une situation difficile. Elle pense aux familles Young et Rui et dit qu'elle ne peut impliquer son frère dans de telles affaires dangereuses. Et leur dit à tous les deux de rentrer chez eux avec le chien, et qu'elle peut très bien s'occuper d'elle-même. De l'autre côté de la ville, 13 surveille le manoir de Manu, et remarque une voiture flashy se garer devant la maison. Bientôt, quelques robots passent devant elle, et de l'intérieur, un gars aux cheveux blonds sort. Il s'avère être le nouveau jeune maître de la famille Rui Jaiyang, ainsi que le fiancé de Manu. Elle le dépasse et lui dit que lui et sa famille ne sont qu'une bande de cochons, et le jeune maître Xiao la saisit par les cheveux et la jette au sol. Il dit qu'il s'assurera de nettoyer sa bouche avec sa brosse à dents spéciale une fois qu'ils seront mariés. Elle lui dit de la tuer s'il ne veut pas la voir autant. Mais il répond qu'il n'y aurait aucun plaisir à cela et qu'il attend avec impatience leur vie conjugale après cela. Il lui dit de monter dans sa voiture comme une bonne fille. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, une bande d'hommes de la Muscle League entre et dit qu'ils ont entendu le cri d'une dame. Ils regardent Manu allongé sur le sol et chargent vers Xiao, mais il envoie ses robots et les bat, écrasant leur petite cervelle au sol. Elle dit qu'elle va lui obéir et le supplie d'arrêter ses robots, mais il la prend et l'emmène dans la voiture, la forçant à regarder alors que ses robots continuent de frapper ses costauds. Elle finit par utiliser son pouvoir et pointe une lame de glace sur son cou, en lui disant d'arrêter. Il la regarde et lui demande si elle envisage vraiment de menacer son futur mari, et remarque une balle venir vers lui. Il l'attrape entre ses doigts et la renvoie comme une bête, abattant 13 de l'arbre. Il forme ensuite une lame de vent et tranche 13 avec, tout en frappant Manu sur le côté, la qualifiant d'énervante. Elle dit qu'elle sera gentille et fera ce qu'il veut en échange de ce qu'il laisse partir ses amis, et il dit d'accord et s'en va avec elle pour s'amuser. Mais une fois sorti du manoir, il ordonne à ses robots de finir tout le monde qui a essayé de l'attaquer comme le renard rusé qu'il est. 13 regarde la voiture disparaître de sa vue et leur dit de s'arrêter. Mais ensuite un robot s'approche de lui et se prépare à l'éliminer avec une décharge d'énergie. Le robot tire la décharge d'énergie, mais Jai arrive juste à temps et sauve 13. Il lui dit de laisser le reste à lui et sort une épée enflammée de son trou noir infiniment grand. Il dit qu'il aura besoin de cela pour vaincre ses robots aux propriétés régénératives et commence à les découper tous comme les morceaux de ferraille qu'ils sont. Dans la voiture, Jaio reçoit une notification que ses robots ont été détruits et se demande qui pourrait être assez fort pour faire cela. Il vérifie la caméra et remarque un gars tenant l'épée de l'esprit de feu et entend Manu l'appeler Jai. Il dit qu'il prendra cette arme comme cadeau de dot. Pendant que Manu se demande pourquoi Jai l'aide, au manoir, King et Jan arrivent sur les lieux et informent Jai de tout ce qu'ils ont découvert concernant Manu et la famille Young. Jai devient furieux et dit qu'il va détruire toute leur famille, mais ses amis le calment et disent qu'ils doivent d'abord appeler une ambulance pour 13. Après l'avoir envoyé, ils s'assoient chez Jan et réfléchissent à un plan pour abattre la famille Young et sauver leur ami Manu. Au début, King a peur et lui demande s'ils doivent vraiment faire cela, car les Young sont parmi les plus forts de la région et ils ont encore une armée de robots puissants qui ont mis à mal la Ligue des Muscles et 13 comme des poupées de chiffon. Jeune essaie de le remonter avec un peu de Talk no Jutsu et dit qu'ils sont des héros et qu'ils se battent pour vaincre les criminels et qu'ils ne peuvent pas simplement reculer parce que les criminels sont forts et qu'ils doivent avancer courageusement comme Zero. King finit par avoir du courage et juste à ce moment-là, Shishin entre aussi et dit qu'il a entendu parler de l'accident de Manu et veut aider son maître Jai à sauver son ami. Avec cela, ils vont voir Yin et lui demandent de l'aide également. Et elle pirate le manoir de la famille Aoyang et obtient tous ses plans d'étage grâce à l'aide du Big Brain Dog. Elle leur montre la carte de la salle de Banken et leur dit que demain soir, Xiao et Manu vont s'y fiancer.
Jai lui demande plus de détails et elle dit qu'il s'agit d'un mariage politique entre les deux familles pour renforcer leurs liens ainsi que pour apaiser les nombreuses plaintes concernant le rôle de la famille Yang dans la chute de Rui. Jai devient furieux et dit que Manu n'est pas un atout à utiliser, mais Ching lui dit de se calmer et que ce dont ils ont besoin c'est d'un plan. Chan dit qu'ils savent tous à quel point il est fort, mais la force n'est pas la seule chose dont ils ont besoin. Tout comme la dernière fois, ils ont dû payer pour avoir vaincu Rui sous la forme de Muscle League. 13 et Manu se retrouvent dans des ennuis. S'ils se précipitent simplement et commencent à semer le chaos là-bas, ils devront payer un prix encore plus élevé cette fois. Sur cela, il dit à Shishin de faire sortir ses fans et d'organiser un rassemblement devant la résidence Aoyang pour récupérer Manu. Pendant ce temps, Yin et le Big Brain Dog désactiveront leur système de sécurité et lui, Ching et Jai entreront en grimpant par-dessus le mur. Le lendemain, ils mettent ce plan à exécution et trouvent un moyen d'entrer dans la résidence. Pendant ce temps, Manu est habillée en robe de mariée et sa sœur Yae entre et lui demande si elle est d'accord avec tout cela. Manu dit qu'elle n'a pas d'autre option. Et juste à ce moment-là, Xiao entre avec un beau gars à ses côtés. Yae saisit instantanément le gars en lui disant de s'éloigner de la blonde au visage laid et il propose de l'emmener prendre le petit déjeuner. Manu lui dit d'y aller aussi et une fois qu'ils sont seuls, Xiao prend sa main et la plaque contre le mur en lui demandant de lui dire qui était ce Gaji. Il dit qu'il voulait négocier avec lui pour mettre la main sur l'épée de l'esprit de feu et affirme que c'est une arme vraiment puissante des légendes. Mais ensuite, il lui montre des images de caméras de sécurité de Shishin et de ses fans rassemblés devant leur porte et dit qu'il semble qu'ils n'auront pas la chance de marchander. Il lui dit alors de connaître sa place et de rester là comme une bonne fille, sinon elle sait ce qui arrivera à ceux qu'elle appelle amis. Il sort ensuite, la laissant seule alors qu'elle souhaite tristement que Jai ne fasse rien de stupide. Pendant ce temps, Jai et les autres sautent à l'intérieur et Jan et King remarquent qu'il porte un masque. Il dit qu'il cache son identité et c'est pourquoi il utilise une arme différente. Juste à ce moment-là, Ye sort des bois derrière eux et demande qui ils sont, ainsi que King. King enlève sa capuche et lui dit que c'est lui. Il remarque ensuite le beau gars à ses côtés et devient en colère. Le gars lui demande si elle connaît ces gars-là, et King se met entre eux et dit qu'il la connaît bien et qu'ils sont en fait assez proches. Après cela, il commence à faire la leçon à Ye sur les beaux gars comme lui qui ne servent à rien et aiment jouer avec les filles. Pendant ce temps, Jan et Jai décident de le laisser derrière pour les occuper et infiltrer le manoir. À l'intérieur, ils finissent par trouver la chambre de la mariée, mais c'est les gardée par deux hommes. Jai dit qu'il va y aller et les finir. Cependant, Zan demande à lui laisser le travail de héros, et il sort. Il commence immédiatement à se battre contre deux et les entraîne de l'autre côté de la salle. Avec son chemin dégagé, Jai entre et retrouve Manu. Il lui demande pourquoi elle ne s'enfuit pas et de ne pas gaspiller le sacrifice fait par ses amis. Manu dit qu'elle tient simplement la promesse faite à sa famille de ne plus leur causer de problème et commence à pleurer. Mais Jai la tire dans ses bras et lui dit qu'elle est vraiment importante pour lui et qu'il ne laissera pas être utilisé de cette manière. Elle explique que la famille Aoyang est l'une des plus puissantes de la région et s'opposer à eux signifierait beaucoup de problèmes. Cependant, Jai dit qu'il s'occupera de quiconque essayerait de lui faire du mal ou de nuire à ses amis et brise le mur devant eux avec sa hallebarde. En voyant sa grande hallebarde et sa ferme détermination, elle se sent soulagée et prend sa main. Alors qu'il décide de s'échapper de cet endroit, il saute et commence à se frayer un chemin à travers le massif arbre qui menait au mur par lequel ils étaient entrés. En marchant, il tombe soudain sur le roi, se faisant gifler les joues par nul autre que Xiao et ses deux robots. Manu devient effrayé en le voyant, mais Jai lui tient la main et lui donne du courage, puis s'avance pour affronter Zaha lui-même. Ils se lancent des insultes pendant un petit moment, puis décident de régler leurs différends par un combat en arène en tête-à-tête. Leur pari stipule que si Jai gagne, il pourra ramener Manu, et elle ne fera face à aucune conséquence pour cela. D'un autre côté, si Xiao gagne, Jai l'aidera à atteindre son objectif et renoncera également à son épée de l'esprit de feu. Ils sont tous deux d'accord et organisent le match dans l'arène de compétition sous le regard des chefs des clans Aoyang et Dong. Xiao se tient droit et déclare qu'il va vaincre Jai et lui montrer la véritable force et la gloire du clan Aoyang, tout en remportant la légendaire épée de l'esprit de feu. En entendant le nom de cette arme légendaire, les deux chefs de clan s'intéressent à l'issue du match et acceptent ces termes et conditions. Le chef Xiaoyang dit à Xiao de ne pas utiliser sa force de drapeau et leur permet de commencer le match. Xiao saute dans l'arène et Jai invoque sa glaive connue sous le nom de lame croissante du dragon azur et se prépare également à se battre. Xiao agit de manière arrogante dès le départ et déclare qu'il n'aura besoin que d'un doigt pour s'occuper de lui. Bien qu'il soit un douchebag, il est toujours considéré comme le plus fort parmi la jeune génération du clan Aoyang et quelqu'un qui mérite d'être pris au sérieux. Cependant, cela peut être un bon conseil pour quelqu'un d'autre, mais Jai est juste trop puissant et il décide de jouer un peu avec le gamin blanc. Il commence le combat en lançant quelques lames de vent vers Jai, mais celui-ci les coupe avec sa lame et commence à courir vers lui. Ils se rencontrent au milieu et commencent à se battre au corps à corps.
Jai utilise également sa lame, mais Xiao réplique en recouvrant ses bras devant Solid et se défend ainsi. Ils s'affrontent et Xiao tire une balle devant vers la tête de Jai, puis le frappe, mais Jai esquive et riposte avec un coup de poing à son tour, et ils reculent tous deux après avoir égalé leurs forces. Xiao déclare que le temps des jeux est terminé et déchaîne une rafale de lame de vent sur lui comme une mitrailleuse. Mais Jai part toutes les attaques avec sa lame et se retourne avec sa glaive pour contrer Xiao qui prévoit de l'attaquer par derrière. Xiao se sauve de se faire couper en deux au dernier moment en s'envolant et se demande où est passé Jai. Juste à ce moment-là, il se retourne et remarque qu'il vole derrière lui avant d'être tué. Il est violemment projeté dans l'arène. Une fois qu'ils sont tous les deux de retour au sol, Jai commence à courir vers lui pour porter le coup final. Mais Xiao l'attaque en lui lançant quelques lourdes pierres, puis forme une barrière multicouche pour bloquer son attaque. Mais Jai s'avère trop fort pour lui, et il parvient à bloquer son attaque avec le dernier niveau de sa barrière, luttant pour sa vie. Les choses commencent à mal tourner pour lui, et il essaie de dévier la lame avec une rafale de vent de ses doigts, mais cela ne fait que lui briser les doigts. En arrière, en arrière. Après cela, Jai le frappe directement au visage et l'envoie rouler au sol. Xiao parvient à peine à se remettre sur ses pieds, mais Jai décide d'y aller à fond et libère le dragon qui est en lui. Ensuite, il fait tourner sa glaive et porte une coupe nette à travers la poitrine de Zaha, disant que c'était une revanche pour ce qu'il a fait à 13. Se sentant humilié, Zaha utilise tout son pouvoir pour invoquer une gigantesque lame d'énergie dans le ciel et la fait s'écraser sur Jai. Mais il s'envole simplement et l'esquive, puis revient avec un coup de pied volant fulgurant à travers le visage de Xiao, l'envoyant voler contre le mur à l'extérieur de l'arène. Ne voulant pas accepter sa défaite, Xiao déclare que s'il ne peut pas gagner, personne ne le peut et il libère le rouleau interdit de son clan. Il déclenche le harem jutsu interdit qu'il a appris du grand Naruto Senpai, mais finit par utiliser accidentellement le Making Yourself Ugly Jutsu et se transforme en un punk moche et puant, entouré d'un pet violet qui détruit également toute l'arène. Manu se précipite et cherche Jai, rencontrant Shan et King aussi. Ils lèvent tous les yeux vers le moche Xiao et se demandent ce qu'il a mangé pour le dîner la nuit dernière pour sentir aussi mauvais. Mais à ce moment-là, Jai sort de la fumée et dit qu'il a juste le bon médicament pour lui. En le regardant, Xiao devient fou et lui tire dessus avec un faisceau d'énergie dense. Mais Jai le contre avec une attaque de faisceau de sa propre lame et l'élimine d'un coup, ainsi que son pet en une seule fois. Une fois qu'il tombe, Jai prend une photo de son visage laid pour se moquer de lui plus tard, et célèbre leur victoire avec la fabrication. Pendant tout cela, Yang s'éloigne en secret et décide d'utiliser la technique interdite de son clan pour devenir un être divin. Il ne peut s'empêcher de ressentir de la jalousie envers Jai pour être plus fort et même avoir réussi à prendre sa sœur. Il décide donc de mettre fin à ce monde, nous faisant tous savoir qu'il est, à la fin, un inter de League of Legends en sueur, alors qu'il infiltre le laboratoire du Dr Qin et utilise la technologie sur laquelle il le faisait travailler. Tuan Fang réussit à protéger Wan, mais ils restent tous deux là, inconscients, alors que Yang démarre la machine et transcende l'humanité. En échange de la puissance divine, Yang se transforme en une version impie de quelqu'un nommé Johnny, avec beaucoup de péchés. Il libère son aura impie et fait tomber tout le monde dans la région dans l'inconscience, se moquant d'eux pour être des créatures pathétiques. Mais parmi tous, un se tient encore debout, et il regarde vers le bas pour louer Jai d'avoir pu témoigner de son aura divine. Il invoque d'énormes nuages sombres et dit à Jai qu'il va maintenant faire face à la colère d'un dieu et l'attaque avec un tigre d'aura. Jai le renvoie simplement d'un coup de poing et envoie également une forte onde de choc dans sa direction. Il s'approche et dit qu'il n'est qu'un stupide dieu maléfique piraté, ce qui rend Yang vraiment furieux. Il perce une ouverture dans les nuages au-dessus et se laisse éclairer par le soleil en affirmant qu'il est un véritable dieu. Jai lui dit que le fait d'avoir le crâne chauve le plus brillant du monde ne fait pas de lui un dieu et qu'il devrait envisager de suivre une autre thérapie. Mais Yang se fâche et lui ordonne de se rendre devant lui ou de mourir. Jai lui dit de lui donner le pire et Yang commence à sourire en disant qu'il cherchait la même réponse. Sur ce, il fait flotter d'énormes rochers dans le ciel tout en invoquant une multitude de tempêtes et de tornades pour attaquer Jai avec. Jai riposte avec sa hallebarde et s'envole pour l'affronter dans les airs. Leur combat se poursuit un moment avant que Yang ne parvienne à le frapper vers le sol et à le surprendre avec l'aptitude érosion de l'esprit divin, qui lui permet de voir à l'intérieur de l'âme d'une personne. Une fois à l'intérieur, Yang prévoit d'apprendre les peurs de Jai et de les utiliser contre lui, mais il finit par voir une multitude de monstres super puissants et reçoit une vision de lui tenant le corps d'une jeune fille. En levant les yeux avec des yeux pleins de douleur et de colère qui le ramènent à la réalité, Yang se demande ce qu'il vient de voir et regarde vers le bas pour voir Jai agir de manière étrange. Il dit qu'il ne laissera pas son passé se répéter et commence à se transformer en une forme noire. Et avec une énorme explosion d'énergie tempétueuse, il se révèle sous la forme du héros légendaire Jang Zero. Yang dit qu'il n'est pas possible qu'il soit le héros légendaire Zero et l'attaque avec une multitude de tornades. Mais Zero libère un faisceau d'énergie rouge d'une lame sombre et tranche à travers les nuages sombres ainsi que les attaques de Yang.
Yang se blesse au bras, mais dit qu'il n'a pas encore abandonné, et invoque un titan massif d'énergie pure autour de lui pour attaquer Zero avec. Zero saute et s'assoit dans ses mains en disant qu'il n'a pas utilisé cette technique depuis des années, puis pointe son épée noire vers son visage. Yang applaudit des mains dans une tentative de l'écraser, mais Zero prononce alors le nom de sa technique, Jugement, et cela libère une onde d'énergie sombre super puissante qui transperce son avatar d'énergie et le renvoie tomber sur Terre. Il se lève et crie comme un perdant amer en disant qu'il n'acceptera pas la défaite. Zéro ou pas, il ne mourra pas et fera plier son adversaire devant lui. Mais Zun utilise le jugement de première forme et envoie un rayon mortel d'énergie dense à travers lui qui traverse rapidement l'atmosphère terrestre et peut même être vu depuis l'espace. Après avoir encaissé cette attaque de front, Yang tombe au sol et explose une fois de plus avant de s'effondrer sur le dos. Juste à ce moment-là, Zero se téléporte derrière lui avec son épée noire et dit qu'elle peut même couper à travers le royaume des esprits, ajoutant que ce monde est vraiment complexe et que tout ne peut pas être résolu par la force. Yang lui dit qu'en tant que plus fort, il ne sait rien de la faiblesse. Et Zero répond qu'il a peut-être raison, puis passe à côté de lui, libérant la technique de seconde forme rédemption et coupant à travers son noyau maléfique tout en dissipant ses pouvoirs divins. Après que son noyau maléfique ait été purifié par l'épée de Zero, Yang retombe au sol, sa force vitale s'évanouissant lentement. Zero se transforme à nouveau en Jai et regarde le ciel clair en parlant avec Yang. Dans ces derniers instants, Yang dit qu'il est vrai qu'en comparaison avec Jai, il est encore bien plus faible. Jai lui demande s'il se souvient pourquoi il a commencé à poursuivre la force, et Yang repense à son ambition d'enfant, où tout ce qu'il voulait, c'était devenir un héros qui sauve les autres. Il voulait créer un monde sans meurtrier ni pêcheur, et pour cela, il avait besoin de force. Mais il ne sait pas à quel moment sur ce chemin il s'est écarté de son objectif initial et s'est apparemment transformé en un vilain digne de haine et de punition dans ce monde. Jai enlève alors sa chemise pour révéler son corps couvert de cicatrices, expliquant d'où chacune d'elles provient. Il commence par raconter l'histoire de celle sur sa poitrine, qu'il a obtenue en se faisant poignarder lors d'un des combats des 13 formations de la légendaire épée appelée Exécuteur Céleste. Yang demande à propos de celle sur son épaule, et Jai explique qu'il s'agissait d'une attaque extraterrestre. Celle sur son poignet, il l'a obtenue à cause d'un phénomène étrange. Celui sur son dos était dû à une coupure infligée par le dieu d'un autre monde, et il explique ensuite qu'après avoir combattu tous ces êtres fous, il ne pouvait même plus reconnaître son propre corps. Heureusement, ses miens et son visage n'étaient pas marqués, et il parvient à vivre sans avoir à en parler, car il ne veut pas en parler à sa sœur cadette. En l'entendant, Yang commence à sourire et dit qu'il est vrai qu'aucun humain ordinaire ne peut même imaginer les combats qu'il a dû mener il y a 5 ans pour sauver l'humanité, puis il lui demande ce qu'il a pensé de la fille qu'il a vue dans son âme. Jai répond qu'il ne veut pas en parler et dit qu'il a depuis longtemps abandonné le héros appelé Zero. Et alors que Yang se transforme en fantôme, il lui demande pourquoi il est toujours enregistré comme un héros, à quoi Jai répond que seul Dieu le sait, car lui non plus ne le sait pas. Il dit qu'il veut vivre simplement maintenant et manie son épée uniquement pour la rédemption, avant de s'éloigner alors que le corps de Yang disparaît complètement. Après cela, il se rend à l'institut de recherche pour vérifier sa sœur cadette et s'assoit à côté d'elle. Wenfeng reprend ses esprits et remarque que Wen est en sécurité et sourit. Mais il voit alors ses propres mains menottées et se demande ce que cela signifie. Pendant ce temps, Wen revient à elle et lui demande pourquoi il était là, et il dit qu'il devait venir sauver sa sœur en tant que héros professionnel. Juste à ce moment-là, il reçoit un message de Manu et sort sur le pont pour la rencontrer. En l'attendant, il repense à tout ce qui s'est passé jusqu'à présent et à la façon dont il l'a rencontrée dès le premier jour, et ce qui a conduit aux événements de ce jour-là. Juste à ce moment-là, Manu arrive pour lui dire au revoir. Elle a décidé de devenir enseignante à l'Académie des héros dans le district M, qui est tristement célèbre pour être rempli de criminels. Il lui demande si cela en valait vraiment la peine, et elle répond que c'était lui qui l'avait motivée à faire quelque chose qu'elle voulait. Elle dit alors qu'elle a une dernière chose à régler avant de partir, et la tire pour un baiser avant de dire ses adieux, alors que le chauffeur entre pour lui dire qu'il est temps. Temps de prendre leur vol. Jai regarde le ciel en attendant l'avenir, et c'est ainsi que cela se termine. Pendant ce temps, dans un établissement pénitentiaire isolé, quelqu'un avec un bras en fer rit dans sa cellule isolée de haute sécurité et dit que l'énergie qu'il a ressentie plus tôt ne pouvait venir que de Zero, lui disant de l'attendre, car il le rencontrera bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez apprécié, et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une autre vidéo. À la prochaine, prenez soin de vous.